bonsoir et bienvenue dans Vision sur Canal Algérie. Nous avons célébré cette semaine le 2e anniversaire d'un extraordinaire mouvement populaire qui a tout bouleversé chez nous. Le Hirak a fait plier, vous le savez, un système honni et réveillé par là même l'instinct de lutte collégiale bien connu des Algériens lorsqu'il s'agit de rétablir leur dignité. Le Hirak, aujourd'hui béni et constitutionnalisé, n'a pas fini de drainer une dynamique extrêmement positive qui impacte toutes les strates de la société jusque dans la cellule familiale où des questions de démocratie, d'égalité des chances et de rapport hommes-femmes sont abordées sans embâche. On en parle ce soir avec notre invité dans Vision qui reçoit M. Ahmed Ben Saada, universitaire, chercheur dans les mouvements populaires, essayiste et analyste politique et aussi auteur de plusieurs ouvrages dont Arabesque et qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak. Bonsoir M. Ben Saada. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors le Hirak béni, salvateur, constitutionnalisé, déjà 2 ans depuis le départ de cet élan populaire sans précédent dans l'histoire moderne de notre pays. Quel bilan en faites-vous, vous personnellement, en matière d'avancée démocratique ? Alors il est clair que le Hirak est un événement spécial dans la vie de notre pays. Il a été salutaire, bénéfique. Il a montré que le peuple pouvait se réunir de manière festive pour déboulonner un système qui ne lui plaisait pas. Et en fait, cette mobilisation qu'on a vue dans toutes les rues de toutes les villes algériennes a permis à un système de partir et en fait d'instaurer une nouvelle vision de l'Algérie. Et ce Hirak a été en fait bénéfique dans 2 aspects. Sur la forme, c'est un Hirak qui était pacifique et ça a donné une leçon au monde entier. Et de notre côté, les revendications, c'était des revendications qui étaient légitimes pour le peuple algérien. Et modernes. Et modernes, etc. Alors, certains pourraient s'étonner de vous voir parler des bienfaits du Hirak populaire, tant vos travaux écrits sur le sujet ont été critiqués. On vous a traité aussi de complotiste, propagandiste et polémiste. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le débat sur le Hirak est plus serein 2 ans après son départ ? Alors il est clair que j'ai connu ces critiques quand j'ai écrit mon premier livre en 2011. Donc, déjà en 2011, le premier livre sur la question des printemps arabes est paru à Montréal en 2011. Et donc j'ai reçu énormément de critiques me disant que en fait, les mouvements populaires sont des mouvements qu'on doit accompagner, etc. Je ne suis pas contre, mais il y a ce que j'ai remarqué, soit dans tous les pays qui ont été touchés par le printemps arabe, j'ai remarqué qu'il y avait un romantisme. Et ce romantisme-là, il l'emporte sur la raison. Alors, il faut séparer, quand on analyse ces mouvements, il faut séparer le romantisme de la réalité. Pour moi, tous les mouvements qu'on a vus dans les pays arabes sont des mouvements légitimes. Et ils ne partent pas du néant. Il y a des problèmes. D'un terreau fertile, évidemment, de problèmes divers. Le terreau fertile pour qu'il y ait justement des manifestations ou des révoltes, etc. Les problèmes sont réels, nous le savons. Il y a un manque de démocratie, il y a il n'y a pas de liberté d'expression, il y a le hugra, etc. Mais de notre côté, il ne faut pas oublier que ces mouvements peuvent être manipulés. Et c'est ce point-là que moi je développe dans mes livres. Et je ne dis pas que les révoltes ne sont pas légitimes, au contraire. Je suis pour le Hirak, j'ai moi-même manifesté dans les rues au début du Hirak. Mais quand j'ai observé, il y a certaines observations que j'ai faites et certaines analyses que j'ai faites qui m'ont dit que faites attention, le Hirak peut être manipulé et être emmené dans des confrontations qui peuvent nuire à notre pays. Oui. C'est ça mon discours. Alors là où votre discours peut déranger aussi, c'est quelle est la part de la spontanéité de ces mouvements populaires, en tout cas chez nous, dans le Hirak, et quelle est la part de la manipulation? C'est cela qui peut être dérangeant. C'est ça. Donc la plupart des gens qui vont critiquer mes travaux me disent mais les millions de personnes qui sont descendues dans la rue n'ont pas été manipulées. Et c'est certain que les millions de personnes n'ont pas été manipulées. C'est que dans les revendications qui ont été émises par le Hirak, il y a des revendications qui sont jusqu'au boutistes, extrémistes, etc. Et on l'a vu, disons,
presque 2 ou 3 mois après le début du Hirak, on a vu on est passé de Jish Sha'ab Khawa Khawa à d'autres revendications. On était contre le 5e mandat. Il y avait des demandes claires et précises. Et après cela, on est tombé sur d'autres revendications qui étaient Nhaouga, etc. D'enlever tout et recommencer à zéro. Mais comment? On ne sait pas. Personne ne nous donne la recette. Et c'est à ce moment-là que mes travaux et mes recherches ont montré que il y avait des groupes qui recevaient de l'argent de l'étranger et qui avaient des formations et qui étaient formés justement on va arriver plus en détail, mais vous dites qu'il y a des franges dont on n'a pas une estimation précise encore de leur nombre, qui semblent se figer dans une posture de rejet des initiatives de l'État notamment, et réclament un changement plus radical, plus vite, différent. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça reste légitime? Parce que on n'oublie pas que voilà, c'est un peuple, le peuple algérien, comme tous les peuples qui ont réclamé, qui sont allés dans des mouvements populaires, réclament des choses totalement légitimes et objectives. En fait, il y a deux façons de voir les choses. On était tous contre l'ancien système, contre tout le marasme dans lequel on vivait. On est tous. Mais en fait, on diffère dans la façon de résoudre le problème. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire, on enlève tout. On enlève tout et on recommence à zéro. Alors là, c'est pas raisonnable, c'est ce que vous dites. Pour moi, c'est pas raisonnable. Pourquoi? Parce que, en fait, la nature a horreur du vide. En politique, c'est encore pire. C'est-à-dire que, en politique, le vide ne peut amener que le chaos. Et il y a tous ces gens-là appellent à ce qu'on appelle la phase transitoire, mais je suis le Hirak depuis le début et je n'ai pas vu de proposition concrète là-dessus. Comment on peut faire à partir de zéro, du néant, faire quelque chose? Surtout que les entités qui demandent ce type de résolution ou de chemin à suivre sont des entités complètement répulsives. Okay, il n'y a pas d'atome crochu. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se trouver autour d'une table parce que les idéologies sont antagonistes. Mais ils ont trouvé un dénominateur commun dans le Hirak? Le Hirak a été leur dénominateur commun pour créer le vide. Et il y a une autre démarche qui est la démarche constitutionnelle, c'est-à-dire aller avec la Constitution. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les premiers qui demandent avoir une place nette et recommencer donc une phase transitoire, on les entend beaucoup. On les entend beaucoup dans les médias sociaux, dans les télévisions européennes, en particulier les télévisions françaises, etc. Alors que l'autre discours qui dit « nous voulons un changement, mais nous voulons un changement dans le cadre que j'appellerais en anglais safe, c'est-à-dire sécuritaire, d'aller vers un changement, mais beaucoup plus soft et arriver à changer les choses, mais de l'intérieur. On les entend beaucoup moins. On les entend beaucoup moins et on les traite, en fait, de collaborateurs, de conspirationnistes, on les voit qui travaillent avec en fait, on ne donne pas de crédibilité. Oui. Alors que à la limite, ils sont aussi nombreux que les autres, sinon plus nombreux que les autres. Alors, est-ce que vous diriez, justement, pour répondre à ma question de tout à l'heure, est-ce que vous diriez que le débat est devenu quand même plus serein 2 ans après, ou est-ce qu'il est toujours aussi compliqué de proposer d'autres réflexions, d'autres pistes de réflexion? Lorsque j'ai écrit mon livre, en fait, moi je l'ai écrit pour... Mon livre, le dernier que j'ai écrit en juin dernier, c'est une continuité de mon livre arabesque. Okay, et donc, je ne pouvais pas écrire sur la Tunisie, sur la Libye, sur l'Égypte, etc., et ne pas écrire sur l'Algérie. C'est les mêmes, on pourra en discuter tout à l'heure, mais c'est les mêmes modus operandi. Oui. Et donc, je ne pouvais pas ne pas écrire là-dessus. Et mon livre était un débat, une invitation au débat. Mais ce que j'ai vu, c'est que les gens m'ont attaqué avant même que mon livre sorte. Et ils m'ont attaqué même quand mon livre est sorti. Les gens disent, on n'a pas lu ce livre parce qu'on ne veut pas l'acheter, mais on le critique. Et c'est ça qui fausse le débat. Dans une société sereine où le climat est serein, oui, et on doit débattre des problèmes qu'on a, même si on n'est pas d'accord. D'autant que ça concerne tout le monde. Et moi, je n'ai jamais refusé de débattre. Et pourtant, je ne suis pas invité au débat.
Alors, est-ce que ça ne vient pas aussi du discours que vous tenez, puisque vous dites que comme tout le monde, enfin comme tout le monde, que le Hirak est quelque chose de très positif pour l'Algérie, mais qu'il est important de dénoncer ceux qui veulent tirer profit ou récupérer les vertus de ce Hirak au service d'agendas étrangers et hostiles à l'Algérie. Il est clair que l'Algérie fait partie de la région MENA, la région Middle East and North Africa, Moyen-Orient et Afrique du Nord, et c'est une région qui a été visée. C'est pas par hasard qu'il y a eu le printemps, ce qu'on appelle le printemps arabe dans plusieurs pays de la région. Et quand on regarde par exemple le financement des organismes, l'Algérie aussi faisait partie de ce projet de financement. Et donc l'Algérie est probablement un des pays les plus visés. Si la Libye a été visée et la Tunisie a été visée, pourquoi l'Algérie ne serait pas visée? Il est impossible que l'Algérie ne soit pas visée. Pourquoi? Parce qu'elle a une position stratégique très importante, parce qu'elle faisait partie du front du refus, parce qu'elle a une position extrêmement ferme contre la normalisation avec Israël. Vous comprenez, l'Algérie a des richesses, donc l'Algérie ne peut pas ne pas être visée par l'hégémonie occidentale. Et donc, et puis, à chaque fois qu'on parle de main étrangère, on tend à minimiser ce concept-là. Mais que font les agences de renseignement étrangers? C'est quoi leur rôle finalement? Vous comprenez que quand on présente des documents à l'appui, comme dans mon livre, par exemple, la moitié de mon dernier livre, ce sont que des documents montrant que des ONG algériennes ont été formées, financées par des organismes d'exportation de la démocratie qui se nomment exportatrices de la démocratie, qui veulent instaurer la démocratie dans le monde. On se demande quelle démocratie on veut instaurer. Je veux dire, quand il s'agit de déstabilisation de pays, ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est une ouverture de marché, c'est une hégémonie, c'est chercher à contrôler une certaine zone, une zone géographique ou Est-ce que vous ne géopolitique. vous dites pas aussi que cet argument de la main étrangère ayant été trop servi depuis des décennies par l'ancien système ne convainc plus aujourd'hui et que même si aujourd'hui il est imminent, il est là et il est vrai, les gens ont du mal à y croire, y compris avec des documents. Regardez, quand on fait un travail de recherche, il faut qu'il soit adossé à des documents. Si vous ne croyez pas aux documents que l'on présente, ben c'est votre problème. Et ça veut dire que vous ne voulez pas regarder la vérité en face. C'est ça Moi, je n'ai jamais écrit un article sans présenter mes références. Et maintenant, on peut ne pas être d'accord avec mon analyse. Ouais. Et ça, je le conçois. Je ne détiens pas la vérité. Mais quand je présente un document et que je dis que tel ou tel organisme a été financé, que telle personne a assisté à des conférences d'Otpor ou que le cas de l'Algérie a été analysé dans des conférences internationales, ce sont des faits. Oui. Et les faits sont étudiés. Avec des dates. Etc. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus vraiment le seul à développer ce discours sur cet agenda étranger, hostile aux intérêts de notre pays. Il y a des partis nouvelles, comme des personnalités politiques, publiques. Est-ce qu'il y a, selon vous, une prise de conscience de ce danger ? C'est clair que j'ai vu, en fait, je l'ai vu à 2 reprises. Je répète que quand j'ai écrit mon livre sur les printemps arabes en général, il y a eu une levée de bouclier contre mon livre, etc. Et quelques années après, quand on a vu le résultat en Libye, en Syrie, la destruction, etc., on s'est rendu compte on dit peut-être que M. Ben Saada a raison. Ouais. Et c'est la même chose qui s'est passée avec mon dernier livre. C'est-à-dire au début, il y a eu une levée de bouclier, et puis j'ai écrit d'autres articles par la suite, démontrant que l'ingérence étrangère, soit sous forme politique, par exemple les fameuses résolutions de l'Union européenne, étaient dues à des lobbies bien précis, etc., avec des documents, etc. Donc les gens, à mon avis, les gens commencent à prendre conscience que mon discours n'est pas... Surtout avec ce qui s'est passé avec les printemps arabes. Exactement. Les Algériens ne veulent surtout pas rééditer Personne ne veut rééditer. Nous avons vécu... nous avons vécu une décennie noire, nous l'avons vécu dans notre chair. Ouais. Et
si nous nous embarquons sur une confrontation avec l'armée, comme certains veulent certaines personnes veulent nous mener, je pense que notre pays n'en sortira pas entier, indemne. Ouais. Alors, vous faites directement l'approche analogique avec les révolutions colorées, les printemps arabes, vous venez de le dire, qui ont constitué un désastre politique et sécuritaire pour de nombreux pays qui les ont vécus. Les Algériens qui fondent beaucoup d'espoir sur le Hirak et ses vertus n'ont pas le sentiment d'avoir vécu la même chose avec le Hirak, avec notre Hirak. Oui. Alors, moi, je fais la comparaison avec ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, etc. Oui. Et donc, au début, on aime, en fait, romancer, comme vous dites. Tout être humain veut se révolter contre le puissant, veut se révolter contre ce qu'il appelle le dictateur. Mais il n'y a pas eu les dérapages qu'il y a pu avoir en Égypte, non, en Libye. Il n'y en a pas eu parce que nous appréhendons cela. Et donc il y a eu des actions qui ont été faites. Il y a eu des articles qui ont été écrits pour conscientiser les gens, pour montrer que certains groupes nous mener vers des choses non souhaitables pour notre pays. Donc, le Hirak, avec ses millions de personnes dans les rues du début, a commencé à se dégarnir vers la fin. Oui. Et donc, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience certaine. Tout en étant extrêmement romantique, vouloir faire de notre pays un jardin, etc., oui. Ce que tout le monde souhaite. Mais en politique, rien n'est assuré. Il faut savoir connaître la démarche pour arriver à cela. Et le chemin est long. Alors, justement, selon vous, le mode opératoire de ces manifestations est identique au principe de la lutte non violente de Canva, ce qui revient à avoir des comportements nouveaux avec des jeunes, souvent, qui, lors des manifestations de rue, offrent des fleurs et des bouteilles d'eau aux forces de l'ordre, balayent les rues après les manifestations, arborent des slogans drôles et pertinents. Une révolution, c'est spontané, mais son organisation est préparée, c'est ce que vous voulez dire. Oui, exactement. Donc, l'analyse que j'ai faite des révolutions colorées, pour le téléspectateur, on va juste expliquer ce que sont les révolutions colorées. Les révolutions colorées, ce sont des révolutions qui ont eu lieu dans les pays qui étaient sous le giron de l'ex-Union soviétique. Oui. Donc, ça s'est passé en Serbie en 2000, en 2003 en Géorgie, en 2004 en Ukraine, au Kyrgyzstan en 2005. Dans ces révolutions, si on prend la première qui s'est passée en 2000, il y a un mouvement qui s'appelle Otpor qui a été formé à la lutte non violente en Serbie. Ce groupe Otpor a été formé par en fait la théorie de Gene Sharp, qui avait écrit un livre qui s'appelle De la dictature à la démocratie. Oui. Et un des collaborateurs de Gene Sharp est venu en Serbie pour former ces gens. Et la première fois où cette méthode de lutte non violente a fonctionné, c'était en Serbie. Donc le régime Milosevic est tombé extrêmement vite. Alors on va justement donner l'exemple égyptien qui rejoint ce que vous êtes en train de dire. Vous parlez du début des manifestations en Égypte à partir de janvier 2011, 2 ans plus tôt, soit en 2009. Un des leaders de la révolution égyptienne, un certain Mohamed Adel, s'était rendu en Serbie pour être formé chez un certain Popovic, un activiste serbe dirigeant d'Optor, c'est bien cela. Et il est cofondateur du mouvement Canva et auteur de « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». C'est quand même parlant. Exactement. Alors, Shoulda Popovic est la figure emblématique du mouvement Otpor. C'est lui qui a en fait dirigé le mouvement Otpor. Et après avoir réussi leur révolution en Serbie, ils ont créé un centre qui s'appelle le centre Canvas. C'est un centre de formation pour on va dire les révolutionnaires en herbe, les jeunes révolutionnaires. Et Mohamed Adel, qui est un des dirigeants du mouvement du 6 avril égyptien, et reconnaît lui-même dans une entrevue, dans une émission, qu'il est parti se former chez Canvas. Il y a même des photos sur mon site, il y a des photos de Mohamed Adel avec Popovic. Donc il ne le nie pas. Mais pire que ça, il dit dans l'entrevue, nous sommes partis en 2009, nous étions 14,
algériens et égyptiens. Donc il y avait même des Algériens qui étaient formés à ce moment-là. À ce moment-là À ce moment-là, en 2009. En 2009, en Serbie. Alors, nous avons donc de ce type de témoignages, mais nous avons aussi des formations de cyberactivistes notoires où des Algériens ont participé. Plutôt il y a eu des formations en 2009, en 2010, et cela bien avant le printemps arabe. Il y a eu aussi un organisme qui a été créé par les géants du web, qui s'appelle Alliance for Youth Movement, AYM, qui a eu trois sommets, un sommet en 2008, en 2009 et en 2010, qui étaient sponsorisés par Google, Twitter, etc. Et même dans deux d'entre eux, les deux derniers, Jack Dorsey, qui est le fondateur, le cofondateur de Twitter et l'actuel président, a donné des formations. Vous comprenez donc, et a donné des formations à tous les cyberactivistes des pays ciblés par les États-Unis. Alors il y avait même une intervention d'Hillary Clinton à l'époque, par visioconférence. En 2009. Donc ça corrobore l'interaction, j'allais dire, entre le département d'État américain et les géants du web à la fois, et les ONG. Exactement. Et l'interventionnisme en fait directement. Le président Obama a rencontré des dizaines de fois les géants du web. Et puis Clinton, dans une de ses déclarations, que je vais citer, je ne me rappelle pas exactement, mais en 2015. Exactement. Elle disait, en fait, les médias sociaux sont importants pour nous. Elle dit clairement, c'est le nouvel espace public du 21e siècle, pour vous reprendre. Pire que ça, en 2009, lors des émeutes qu'il y a eu dans les rues de Téhéran, Twitter avait planifié de faire de la maintenance sur les serveurs de Twitter. Oui. Hillary Clinton est intervenue par l'intermédiaire d'un de ses conseillers. C'était en 2009, la révolution verte. La révolution verte. Oui. Ils sont intervenus pour reporter les travaux de maintenance des serveurs de Twitter pour permettre aux Iraniens de tweeter. Vous comprenez? Donc, moi, ce que je dis dans un de mes derniers articles, c'est que les médias sociaux, les géants du web, font partie intégrante de ce qu'on appelle l'exportation de la démocratie made in USA. Alors, on peut parler carrément d'intérêts industriels des géants du web avec les intérêts politiques. Exactement. Comment vous pouvez expliquer... Comment vous pouvez expliquer que le dernier président des États-Unis puisse être interdit de tweeter? C'est une intervention politique. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Mais pourquoi Twitter interviendrait pour empêcher de parler quelqu'un quand il parle de politique, et de choisir les personnes à mettre sous silence. Mais est-ce qu'on peut parler de prise de contrôle? Est-ce que ce n'est plus la technologie qui est au service du politique, mais c'est le politique qui est désormais au service de la technologie? Les géants du web sont un instrument de la politique américaine et c'est contrôlé par les gens, par les politiciens qui sont en... Mais même un politicien puissant comme Trump, et qui était encore président lorsqu'il a été réduit au silence par Twitter, n'a rien pu faire lorsque son compte a été désactivé. C'est correct, mais on se demande si Jack Dorsey et Twitter n'est pas militant du Parti démocrate, en fait. Parce que, je cite une petite anecdote, c'est que le New York Post avait fait un reportage sur le fils de Joe Biden. Et ce reportage le mettait en cause. Et Twitter avait interdit de tweeter justement ce reportage. Et donc, les images de la prise du Capitole ont été aussi censurées sur Twitter et sur certains médias. Donc on se demande le rôle... en fait, moi je sépare les deux. Je sépare le rôle à l'étranger et le rôle à l'interne. Donc à l'interne, c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir, mais à l'étranger, que ce soit les républicains ou que ce soit les
les démocrates, c'est sûr qu'ils ont la même politique globalement, je veux dire, une même politique d'exportation et de la démocratie et d'hégémonie dans le monde. On peut parler de démocratie à deux vitesses, en fait, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce n'est pas du tout. Ce ne sont pas les mêmes paradigmes. Pas du tout. Vous voyez, il y a des images en 2014. Vous voyez John McCain, qui est décédé depuis, qui va à la place centrale de Kiev et qui fait un discours pour appeler les gens à faire des émeutes et à chasser un président élu. Imaginez-vous que, on va prendre le président Poutine allant à Washington en train de dire, OK, vous là, les manifestations, nous sommes d'accord avec vous. C'est inimaginable. Et c'est inimaginable. C'est inimaginable. Mais alors, quelle est l'ampleur ou quel est le degré de l'implication du département d'État américain? Est-ce que c'est vraiment tout le temps cette programmation des guerres, en fait, ce sont des guerres détournées. On n'a plus besoin de déployer des armées dans les pays que l'on veut envahir ou que l'on veut assujettir. Mais on passe donc par ces méthodes, notamment les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit avoir peur aujourd'hui des réseaux sociaux? C'est ce que vous dites? Non, il faut, à mon avis... Il faut s'en méfier, en tout cas. Premièrement, moi, j'avais demandé à ce que les ONG, le financement des ONG algériennes, soit contrôlé. Un encadrement du financement. Vous savez, on a déjà fait, cet encadrement a été déjà fait en Russie, et après ils ont carrément interdit. C'est-à-dire que ce soit la Net, que ce soit l'US7, que ce soit Freedom House, sont interdits. Ils n'ont pas pu les encadrer et puis ils ont dit on les enlève complètement. Moi, j'avais demandé à ce que les financements... regardez bien, il n'y a personne qui vous finance pour vos beaux yeux. Ça, c'est clair. On ne vous donne pas de l'argent pour aller vous promener. Il y a un intérêt derrière, forcément. Et vous êtes redevable, en fait. Vous êtes redevable des entités qui vous financent. Et ça, il ne faut pas être dupe, quand même. Mais vous parlez des ONG américaines, mais il y a des ONG aussi européennes et qui ont pu, j'allais dire, infiltrer notre pays à travers, notamment, l'accord d'association Algérie-Europe. Alors comment mettre un frein dans ce cadre-là? C'est clair que dans mes articles, moi je me suis spécialisé dans le rôle des États-Unis. Oui, mais dans mes recherches, j'ai trouvé aussi des interventions d'autres pays que je ne vais pas citer ici. Oui. Mais si vous regardez par exemple mes articles sur l'Ukraine, on voit bien qu'il n'y avait pas que les États-Unis. Il y avait aussi d'autres pays européens qui étaient là, qui finançaient des opposants. Okay, donc, il y a tout un travail à faire là-dessus. J'espère qu'un jour, j'aurai le temps de le faire ou d'autres personnes pourront le faire. Parce que l'ingérence n'est pas juste américaine. Les Américains sont extrêmement puissants, extrêmement forts. C'est eux qui ont inventé la méthode et c'est eux qui ont inventé le modus operandi. Gene Sharp est américain. Les organismes comme la NED, comme l'USAID, disposent de millions de dollars. C'est des sommes astronomiques. Ce sont des budgets colossaux, effectivement. Budgets colossaux que d'autres pays ne peuvent pas se permettre. Mais est-ce que ce modus operandi, comme vous le dites, d'exportation de démocratie peut toujours fonctionner aujourd'hui? Il y a une prise de conscience chez les peuples arabes, notamment, où on a expérimenté ces modes opératoires. Vous savez... Depuis 2011, je veux dire. Vous savez, le meilleur exemple, c'est l'Algérie. J'explique depuis le début qu'il y a de l'ingérence. Faites attention, il y a de l'ingérence. Et les gens ne veulent pas... C'est-à-dire que, en fait, le romantisme de l'être humain est beaucoup plus fort que la raison. Mais on a pu entendre que les Algériens ne voulaient pas rééditer le scénario de la Syrie, par exemple. C'est sûr, c'est sûr. Mais les gens ne comprennent pas que certaines voies peuvent mener au chaos. C'est ça qu'ils doivent comprendre, que... Ce que je répète depuis le début, c'est que notre Hirak doit être algéro-algérien. Nous devons nous parler entre nous, nous devons résoudre nos problèmes entre nous, même si on n'est pas d'accord. Moi, je suis prêt à discuter avec n'importe qui, pourvu qu'on ait la même ambition, c'est-à-dire de faire de l'Algérie un pays stable, un pays en paix et un pays prospère. Mais y a-t-il un moyen de contrôler ça? Pas évident. Qu'on est avec des Algériens autour d'une table, il n'est pas évident de connaître qui sont derrière. Oui, il faut parce que regardez, quand vous avez des millions de personnes qui descendent dans les rues, pour un but qui est commun, et puis
qui est vénérable, qui est Honorable, honorable, bien sûr. etc. C'est très intéressant. Mais si les gens descendent parce qu'il y a d'autres personnes qui leur ont dit de descendre et qui ne connaissent pas leurs ambitions, il faut faire attention. C'est ça que je suis en train de dire. Alors moi, j'aimerais qu'on parle aussi de la pandémie de Covid-19 qui a, elle aussi, bouleversé la donne, notamment dans ce processus démocratique né dans les rues. Quel est son impact, vous qui étudiez les mouvements populaires? Est-ce qu'elle va ralentir? Est-ce que les choses pourraient reprendre après une stabilité? Est-ce que la pandémie a un rôle à jouer? Puisqu'on a vu que, notamment chez nous, les manifestations ont dû s'arrêter avec la prise de mesures sanitaires. Il est clair que elle a son poids dans le... Elle a son poids, c'est sûr, parce qu'en fait, la pandémie, surtout à ses débuts, a effrayé tout le monde et il fallait éviter qu'elle prenne de l'ampleur. Donc tout ce qui est rassemblement, etc., peut développer, peut amener la pandémie à ne plus être contrôlée. Mais je me rappelle qu'au début de la pandémie, il y avait des groupes, ces mêmes groupes dont on parle, qui voulaient le chaos, ils disaient mais on s'en fout de la pandémie, allez sortez, etc. Alors que ces mêmes groupes, les dirigeants de ces groupes-là, n'étaient même pas en Algérie, ils étaient à l'étranger. Vous comprenez? Donc au début, on a essayé de forcer un peu la main, alors que les gens ont compris que non, il fallait pas forcer. Maintenant, faire de la politique fiction, c'est très difficile de dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? C'est-à-dire que, est-ce que le Hirak va reprendre, est-ce qu'il va reprendre? C'est très difficile. Pourquoi? Parce que, en fait, ça dépend de beaucoup de facteurs. Notamment celui du repli des pays sur eux-mêmes, sur leur situation sanitaire en ce moment. C'est du chacun pour soi. Aujourd'hui, on ne pense plus vraiment aux intérêts étrangers. Oui, c'est sûr, mais... Est-ce que ça peut jouer? Vous comprenez que les gens qui essayent de travailler pour un agenda intragé, pour reprendre l'expression que j'ai dit tout à l'heure, ces gens ont été formés il y a longtemps, ils ont un projet, ils doivent le continuer et continuer ce projet-là. Et il faut juste faire comprendre à la majorité des gens que si nous voulons réussir notre Hirak, qui soit pacifique du début jusqu'à la fin, il faut éviter les confrontations. Il faut éviter d'emmener notre pays dans un chemin sans issue. Et c'est ça le message que j'aimerais transmettre à notre peuple. Nous, le Hirak a réussi beaucoup de choses. Peut-être qu'il n'a pas réussi tout, mais parce que ça prend du temps, changer les choses. Et puis tout dirigeant qui vient après le Hirak aura l'épée de Damoclès sur sa tête. Je veux dire, un autre Hirak peut venir si la situation... mais il faut donner la chance aux coureurs, il faut donner la chance aux gens. Il faut du temps. Exactement, il faut du temps. Et puis c'est faux de dire que le Hirak n'a rien fait. C'est faux. Les demandes de base du départ ont été toutes réussies. Donc c'est faux de dire que le Hirak n'a pas abouti. Oui. Mais bien sûr, nous ne sommes pas devenus du jour au lendemain un pays du G8 ou du G7. C'est clair, on espère. Il y a du chemin à faire, évidemment. Il y a du chemin à faire. Et puis, moi, je suis très optimiste quant à la maturité de notre peuple, surtout de nos jeunes. Oui. Leur maturité est importante et il faut leur donner aussi la chance de pouvoir l'exprimer. Alors on va parler, pour terminer, sur un sujet qui a bouleversé aussi l'actualité dans notre région, c'est la normalisation d'un certain nombre de pays arabes avec Israël, qui est un processus qui a commencé avec le mandat finissant de l'ancien président Trump. Est-ce que les printemps arabes étaient, selon vous, censés paver le chemin vers ce processus de normalisation avec Israël? Ça a commencé exactement. À ce moment-là. Donc c'est, à mon avis... Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Oui, si vous regardez par exemple ce qui s'est passé en Syrie, qui est un pays limitrophe avec Israël, Israël ne se cache pas d'avoir aidé les rebelles islamistes terroristes, les soigner, etc. Donc pour eux, la destruction des pays des fronts du refus est une chose extrêmement intéressante. Et l'Algérie, c'est
c'est le morceau de choix, en fait. Et puis notre position, la position récente du président est reçue comme une gifle. Dire publiquement que nous ne sommes pas que nous sommes contre la normalisation, alors que la plupart des autres pays de la Ligue arabe trouvent ça tout à fait normal, ne nous donne pas beaucoup d'amis, que ce soit dans la région ou ailleurs. Oui. Sachant que les accords d'Abraham, qui consacrent la normalisation avec Israël et les pays arabes, sont en fait, vont constituer un front pour casser l'Iran, tout simplement, et le président américain ne s'en est pas caché. Exactement, Ouais. exactement. Donc il fallait d'abord adhérer à ce principe-là que l'Algérie a refusé. A refusé, parce que en fait, l'Iran est un des rares pays qui a compris que le régime sioniste est un régime totalitaire, est un régime de l'apartheid, etc. Donc on ne peut pas normaliser avec un État de ce type qui bafoue les droits des Palestiniens. Mais quel va être l'impact de ce processus de normalisation avec un pays comme vous le décrivez? C'est sûr que, en fait, ça donne encore plus de poids à ma théorie. C'est que Israël va tout faire aussi. On sait qu'Israël essaie de financer certains groupes pour justement essayer de continuer ces manifestations. Je ne parle pas du Hirak, oui. Je ne veux même pas l'appeler Hirak, parce que ce sont le financement de groupes qui peuvent mener l'Algérie à une situation délictueuse. Oui. Alors pour terminer, je reviens aussi sur cette campagne de normalisation des relations avec Israël qui devrait se poursuivre, selon les Américains, avec Oman, l'Indonésie et l'Arabie Saoudite, si elle devait passer le cap. Le retour au multilatéralisme US, est-ce qu'il devrait accélérer le processus, puisque Joe Biden l'a annoncé dans son premier discours sur la politique étrangère, il a annoncé le retour des États-Unis dans la politique étrangère. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il faut connaître qui est Biden. Oui. Biden, c'est le vice-président de Obama, et il faut juste voir qu'il a travaillé avec Clinton. Obama et Clinton, ce sont les artisans du printemps arabe. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce qu'on voit réapparaître ce genre d'émissions dans les affaires des pays arabes. Et nous faisons partie de cette région, comme je l'ai dit. Donc, pour ceux qui s'attendaient à ce que Joe Biden, par exemple, pour le cas du Sahara occidental, puisse revoir cette décision de Trump qui a donné le territoire tout simplement au Maroc. Vous dites qu'il ne faut pas rêver, tout simplement. Alors, pour ce point précisément, je pense que Trump est allé un peu trop loin, parce que la politique américaine vis-à-vis du Sahara occidental était assez claire, et il y avait même des émissaires états-uniens qui ont essayé de régler le problème à travers l'ONU. Donc, une position plus pondérée. Plus pondérée, voilà. Et ça ne m'étonnerait pas. Personnellement, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne sur ça. Par contre, tout ce qui concerne Israël, bien sûr, c'est du pain béni. Justement, puisque Israël fait partie de l'équation. Mais en fait, c'est Trump et le Maroc, ils l'ont mis dans l'équation. Ce sont deux problèmes totalement différents. Ouais. Donc vous êtes plutôt optimiste sur un retour sur cette décision? Je suis optimiste parce que il n'y a aucune relation entre les deux. C'est une relation qui n'est pas, naturelle, normale. C'est pas naturel. Monsieur Ahmed Ben Saada, je vais présenter vos ouvrages pour terminer, pour ceux qui ne les connaissent pas. Il y a Arabesque, enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes, préfacé par Majid Naama. Et puis, on les a à l'image. Et puis, nous avons aussi Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien, préfacé aussi par Majid Naama, et postface signé Richard Labavière. Je rappelle que vous êtes universitaire, chercheur aussi dans les mouvements populaires, essayiste, analyste politique, et je viens de dire auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup, madame. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce rendez-vous de vision. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Excellente suite des programmes. Bonsoir.